Le deuxième point, c'est si vous avez la green card. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont prévu de directement demander la green card ou ont gagné la green card par la loterie, mais au jour où vous devenez propriétaire d'une green card, au jour où vous avez votre green card, vous êtes considéré comme résident fiscal aux États-Unis. Ce qui veut dire que vous avez tout le déclaratif et beaucoup de choses à faire aux États-Unis, peu importe que vous y soyez physiquement ou non, et ce jusqu'à ce que vous décidiez de rendre votre green card ou de l'abandonner. Enfin, le dernier point, c'est si vous dépassez 183 jours aux États-Unis, sachant que les États-Unis compliquent un petit peu la chose, c'est 183 jours sur 3 ans. C'est-à-dire que par exemple, en 2025, vous avez passé 100 jours aux États-Unis, c'est considéré comme 100 jours. Mais si en 2024, vous avez passé également 100 jours aux États-Unis, alors les États-Unis vont considérer que tous les jours que vous avez passés en 2024 comptent pour donc 33 jours aux États-Unis, 30 jours aux États-Unis en plus. Et pareil sur l'année d'avant, c'est ainsi. C'est-à-dire que quand on compte sa résidence fiscale et les jours passés aux États-Unis, il faut toujours bien penser à prendre en compte et l'année que vient de passer, mais aussi les années précédentes, pour éviter de se retrouver résident fiscal alors que vous pensiez que vous ne l'étiez plus, vous avez fait des investissements qui ont un impact aux États-Unis et qui aujourd'hui vont venir poser problème parce que vous serez résident fiscal. Exact. Alors, quand on parle de résidents fiscaux, attention, ça n'empêche pas que vous soyez, si vous habitez en France, vous êtes américain, américaine ou green card, vous êtes résident fiscaux français, hein, vous n'êtes pas non-résident. Donc, vous répondez d'abord aux obligations fiscales françaises et après aux obligations américaines. On va le voir là, tout de suite. Il y a les conventions fiscales qui permettent d'éviter la double imposition. Et le but du jeu dans la convention fiscale va être de déterminer toujours qui a la priorité d'imposition sur un revenu. Est-ce que ça va être la France, ou un autre pays d'ailleurs, ou les États-Unis? Et là-dessus, on a plusieurs types de revenus. On va rentrer dans certains plus en détail, notamment les revenus fonciers, tout ce qui est revenus passifs d'intérêt et plus-value. Et un qui est assez classique, souvent on va se retrouver dans des cas de figure où vous avez un employeur qui va être français, qui vous paye depuis la France, on l'a sur certains clients, alors que vous habitez aux États-Unis. Souvent on dit, alors je ne vais pas payer d'impôt aux États-Unis. Non, c'est faux. La priorité d'imposition est donnée aux États-Unis parce que le travail est fait depuis les États-Unis. Donc, on peut avoir une fiche de paye française. Bon, c'est pas idéal. Normalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais ça arrive. Vous pouvez avoir une fiche de paye française et être payé sur un compte français si vous avez travaillé aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui imposent en premier. Et la France, si vous êtes non-résident, n'a pas à vous imposer sur ces revenus-là. Ça, c'est important. Le cas le plus récurrent, c'est quand vous allez avoir une activité, par exemple auto-entrepreneur ou aux États-Unis self-employed, ou avec une structure juridique américaine. On a beaucoup le cas en ce moment dû à notre cher président américain. Beaucoup de personnes qui rentrent en France, qui se retrouvent avec une activité américaine équivalent auto-entrepreneur, donc qui facturent à des Américains, qui rentrent en France et qui pensent qu'ils n'auront pas d'impôt à payer en France. Ben non, en fait. Le travail est fait depuis la France, donc il va falloir s'enregistrer en France. Vous serez imposé en France, vos clients sont peut-être tous aux États-Unis, mais quand le travail est produit dans un pays, c'est ce pays-là qui a la priorité d'imposition. Ça, c'est la source du revenu. Donc la source du revenu, ce n'est pas le payeur, c'est où est effectué le travail, dans le cadre d'un travail rémunéré. Après, pour les revenus passifs, type immobilier par exemple, la priorité d'imposition va être accordée au pays dans lequel est situé le bien. Donc, vous avez un bien immobilier en France, que vous avez mis en location, les impôts en France en tant que non-résident, aux États-Unis, puisque vous aurez quitté la France et vous serez aux États-Unis. Aux États-Unis, vous allez déclarer et vous allez payer des impôts vont être calculés. On va demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français qui ont été payés. Ça, Quentin va le développer tout à l'heure. Donc voilà un peu pour la convention fiscale. Une chose à retenir, parce qu'on ne reviendra pas dessus, sur tous les revenus de retraite, ça c'est très important. Vous n'êtes imposé que dans le pays de contribution, c'est-à-dire dans le pays source. Donc, vous habitez aux États-Unis, vous percevez une retraite française, vous serez imposé uniquement en France. Aux États-Unis, on va la déclarer. Elle n'aura aucun impact sur votre base imposable. Il n'y a pas d'histoire de crédit d'impôt. Elle est hors imposition. Qu'à l'inverse, vous avez une retraite américaine que vous recevez alors que vous êtes en France.
ce sont les États-Unis qui imposent. La France, elle, a un mode opératoire un peu différent, parce qu'on fait toujours un peu plus compliqué ici. On déclare, la retraite française rentre dans votre base imposable, et un impôt est calculé, et la France donne un crédit d'impôt équivalent aux impôts qu'elle a elle-même calculés. Donc elle annule l'impôt français. Mais l'effet que ça va avoir par base communicant, c'est que vous augmentez votre base imposable globale et donc votre taux d'imposition sur tous vos autres revenus. C'est comme ça que la France va récupérer un peu d'argent. Pour la retraite américaine, si vous êtes non résident, donc vous n'avez pas de green card, vous répondez ni au green card test, ni à la nationalité, ni au substantial presence test, donc les 183 jours sur 3 ans, vous aurez un taux fixe aux États-Unis de 30% sur les revenus de retraite. Et si vous êtes américain, green card ou présent plus de 183 jours, là ce sera votre taux américain classique. Donc ça, pour ceux qui parfois hésitent, est-ce que je dois garder ma green card ou est-ce que je dois devenir américain, américaine, dépendant de leur situation, toujours évidemment, il n'y a pas de réponse générale, mais si ce n'est que pour les revenus de retraite, c'est souvent plus intéressant. Sachant qu'il faut distinguer les revenus de retraite classiques, les retraites obligatoires, qui sont sponsorisées entre guillemets par l'État, en tout cas obligatoires quel que soit le pays, et les retraites complémentaires privées, qui elles, pour le coup, ne sont pas considérées comme des Qualified Retirement Plans aux États-Unis, et donc sont considérées comme des revenus taxables aux États-Unis, avec une spécificité qui permet d'en évacuer une partie, enfin d'évacuer l'imposition d'une partie et là, on va pas de l'autre, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Parce que là, sinon, dans 2 heures, on y est encore. Donc, on va partir là. Oui, allez-y, allez-y. Eh ben, alors, on rentre vraiment dans le jeu de qui a la priorité d'imposition. Parce que les deux pays, tant la France que les US, vous obligent à déclarer vos revenus mondiaux, vous obligent à déclarer vos actifs étrangers. Et donc, le but est de faire le découpage. Donc, sur la retraite, si vous avez une retraite américaine, elle est imposable aux États-Unis à votre taux ordinaire américain. En France, on la déclare, elle rentre dans votre base d'imposition. Des impôts sont calculés et la France donne un crédit d'impôt équivalent aux impôts américains. Okay. Mais par effet de vase communicant, vous augmentez votre base imposable globale et donc vous êtes plus imposé sur vos autres revenus. Okay. Sur les revenus fonciers, si vous avez un bien aux États-Unis qui est mis en location, il est imposable en priorité aux États-Unis. On déclare les revenus fonciers en France et on va demander à la France un crédit d'impôt équivalent aux impôts américains. Sur les revenus d'intérêt et dividendes, vous allez être imposé en France et aux États-Unis, vous allez demander un crédit d'impôt. Sur les revenus capital gains, donc les plus-values réalisées sur des titres, là c'est génial, pour les Américains c'est génial, ça n'est imposable que aux États-Unis. Donc il n'y a pas d'imposition en France sur vos revenus de titres, qui sont sur des brokerages américains, attention, pas sur les comptes français. Là c'est imposable en France évidemment. Après, qu'est-ce qu'on a comme autre type de revenus? Là, on a un peu fait le tour. Oui, après, donc, hors les retraites, les revenus d'emploi, comme dit Jean-Philippe tout à l'heure, c'est toujours dans le pays dans lequel vous avez produit le revenu, c'est-à-dire le pays dans lequel vous avez travaillé pour obtenir ce revenu. Peu importe qu'il vous soit versé alors que vous êtes toujours dans le pays ou non. Ce qui arrive souvent, c'est les systèmes de RSU, de parts de préférence en France. Vous avez des parts de préférence, des stock options. Vous avez des parts qui vous sont octroyées pour un travail que vous avez effectué, mais que vous n'allez pouvoir obtenir réellement, que vous n'allez vest ou exercer que 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Peu importe qu'à ce moment-là, vous soyez dans un autre pays, comme le travail que vous avez effectué pour avoir le droit d'avoir ces parts a été effectué dans l'autre pays, vous serez en priorité imposé dans le premier. En gros, vous avez les stock options, vous avez travaillé chez Google, vous avez pour $1 million de stock options. Vous les exercez quand vous êtes en France, mais elles sont liées à un travail qui a été fait aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui imposent. Voilà. Ouais. Mais si le travail est effectué en France, par exemple de France, mais on peut avoir des stocks US. Oui, vous pouvez avoir des stocks US, c'est imposable en France. Imposable en France. Ouais. En fait, c'est vraiment le pays dans lequel vous travaillez pour obtenir les stocks, peu importe. Ouais, exactement. Ouais. Ça sera toujours imposable en France sur l'exercice, puisque à l'exercice, en fait, vous êtes considéré comme avoir obtenu un salaire, gagné un salaire sur la différence entre la valeur de marché de l'action et ce que vous avez payé, ou si c'est zéro, sur la totalité. Et donc là, vous allez être imposé normalement en France. Côté américain, il est possible, Google ne le fait pas, Airbnb le fait, qu'il vous fasse une retenue à la source. Et à ce moment-là, il faut demander le remboursement.
parce qu'ils n'ont pas à vous imposer. Ça, le fisc américain est OK avec ça, du moment qu'on leur explique la situation. Et ils le font. Ça ne pousse pas un contrôle fiscal, pas du tout, ils sont habitués à ce genre de situation. Donc les stock options, c'est un peu particulier, mais effectivement, c'est une très bonne question. Donc maintenant, si on attaque sur les revenus fonciers. Oui. Vas-y. Alors, les revenus fonciers, on est quasiment toujours dans 90% des cas avec les États-Unis sur des conventions fiscales de type OCDE qui disent une seule chose, c'est qu'un revenu, un bien immobilier, les revenus qui sont tirés de ce bien sont toujours imposés en priorité dans le lieu dans lequel est situé le bien. Donc, si vous avez un appartement en France, ce sera imposé en priorité en France. Si vous en avez un en Italie, ce sera imposé en Italie, peu importe. Cependant, même si l'imposition principale est dans le lieu où est situé le bien, vous avez quand même l'obligation de le déclarer aux États-Unis à partir du moment où vous êtes considéré comme résident fiscal aux États-Unis. Donc vous avez cette obligation déclarative qui, dans la majorité des cas, ne va pas créer d'imposition pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez avoir le principe de base aux États-Unis, c'est le régime réel en France, le régime que vous allez avoir dans les LMNP. Vous allez pouvoir déduire 100% de vos charges contre les revenus. Le deuxième point, c'est qu'aux États-Unis, il y a une politique d'amortissement, depreciation pour les États-Unis, qui est assez large et qui vous permet d'amortir une partie de la valeur de votre bien et de l'appliquer comme charge tous les ans. Ce qui fait que pendant souvent pas mal d'années, vous n'avez pas d'imposition aux États-Unis pour les biens étrangers, mais même pour les biens états-uniens au niveau foncier. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis désolé, pour ceux qui ne connaissent pas l'amortissement, la façon dont ça fonctionne, on prend le prix d'acquisition du bien, plus les frais de notaire, ou équivalent américain. On va diviser ça, côté américain, si le bien est à l'étranger, on divise ça par 30. D'accord. Donc, mettons que vous avez acheté un bien qui, pour l'équivalent d'une valeur de 300 000 $, on divise par 30, ça vous fait une charge de 10 000 $ par an, qui va venir en déduction de vos revenus fonciers et qui va faire passer souvent, d'un point de vue américain uniquement, attention, vos revenus fonciers en perte. D'accord. Si le bien est aux États-Unis, au lieu de diviser par 30, on divise par 27,5. Voilà. Après, où vient le problème au niveau impôt aux États-Unis? C'est dans deux cas. Le premier cas, c'est vous avez épuisé votre amortissement, vous n'avez plus assez de charges, vous commencez à avoir des revenus dans le pays source et il s'avère que le pays source est un pays sur lequel vous n'êtes pas ou très peu imposé. Par exemple, le Portugal, vous n'avez pas ou peu d'imposition sur ce bien. Eh bien, les conventions fiscales sont faites de manière à ce qu'aux États-Unis, on applique un crédit d'impôt qui est équivalent à ce que vous avez payé dans le pays source. Ce qui veut dire que si vous ne payez pas d'impôt dans le pays source et que les États-Unis vous disent « Ah, mais moi j'aurais dit qu'il y avait 1 000 $ d'impôt sur ce bien », ben, vous devez payer 1 000 $ d'impôt aux États-Unis. Et pareil, si c'est 50 et 100, peu importe, les États-Unis en fait vont vous demander le reliquat entre ce que vous avez payé dans le pays source et ce que eux auraient imposé sur le même bien. Mais si vous êtes côté français, en tant que vous êtes considéré comme non-résident et fiscalisé en tant que tel, vous aurez un taux d'imposition si vous gagnez en taxable, moins de 27 000 € et quelques. C'est 20% plus 17,2 de prélèvements sociaux. Depuis 2018, côté américain, on considère les prélèvements sociaux français comme des impôts. Donc, ça vous fait un taux global à 37,2. Si vous êtes au-delà des 27 000, c'est 30% d'impôts plus 17,2, donc ça fait 47,2. Côté américain, on va demander un crédit d'impôt, sachant que l'impôt fédéral américain est au maximum à 37%. Vous êtes normalement sûr, du moment que vous avez encore des impôts à payer en France, que vous n'aurez pas d'impôts à payer au niveau fédéral. Par contre, attention, les États-Unis, on est sur un État fédéré, donc on a le fédéral qui s'applique à tout le monde, et puis après, chaque État va imposer et appliquer son propre taux d'imposition, et parfois même les villes. Par exemple, New York City a un impôt. Vous avez un impôt sur le revenu de la ville de New York City. Pareil pour Philadelphie. En Floride, on n'a pas d'impôt de ville, on n'a pas d'impôt d'État, donc on ne paye que le fédéral. Et les États ne donnent pas, dans la très grande majorité, de crédit d'impôt pour les impôts payés à l'étranger. Donc, si vous déménagez à New York, il se peut qu'au niveau fédéral, sur des revenus fonciers, pas d'impôt à payer parce que de toute façon, vous en aurez payé en France et trop par rapport au niveau fédéral. Mais qu'à New York City, vous soyez, New York State et City, vous soyez doublement imposé. Voilà. Sachant que quand on parle de revenus, c'est autant les revenus tirés du foncier directement, vous louez, vous en tirez un revenu, que les plus-values.
si vous vendez le bien pendant que vous êtes résident fiscal aux États-Unis et que vous n'avez pas de plus-value payée ou pas assez de plus-value payée par rapport à ce que les États-Unis auraient imposé, vous risquez de payer un reliquat à nouveau entre ce que vous avez payé dans le pays source et la plus-value aux États-Unis, sachant quand même que pour les plus-values, les États-Unis ont un taux qui est assez bas. C'est-à-dire que si vous détenez le bien depuis plus d'1 an, le taux d'imposition aux États-Unis est de maximum 20%. Au niveau fédéral, encore une fois. Après, au niveau État, ça dépend de chaque État. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des revenus des SCPI? Ah, on y vient. Ben là, j'y viens tout de suite. Les SCPI. Les SCPI, c'est un vaste sujet, la SCPI. Parce que côté américain, on a une notion qui s'appelle le PIFIC. Alors le PIFIC, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que c'est parce que je pense que là, vous allez tous sortir. C'est très, ça veut dire Passive Foreign Investment Company. Et donc c'est quand on a des parts d'une société étrangère qui génère des revenus passifs ou qui a un portefeuille de placement passif. Et l'immobilier, par définition, c'est du passif. Donc, vous avez des parts de SCPI dans la très grande majorité des cas, à part quelques exceptions, on va considérer que vos parts de SCPI sont des PIFIC. Alors, avant même de parler de l'imposition des revenus de la SCPI, on va parler de l'imposition du PIFIC en lui-même. Parce que le PIFIC, pourquoi est-ce que c'est très mauvais? C'est très négatif. Parce que vous allez avoir deux options en tant que résident fiscal américain. Évidemment, vous devez les déclarer, parce qu'on doit tout déclarer. Mais en plus, vous allez choisir soit entre vous faire imposer de manière annuelle sur la plus-value latente réalisée sur la valeur de la part de SCPI que vous avez. Donc là, déjà, ça paraît pas bon, mais c'est génial. Mais cette option est géniale si vous êtes américain, green card, ou que vous pensez rester aux États-Unis et devenir américain, américaine, ou green card. Pourquoi c'est génial? Parce que là, vous allez vous faire imposer pas au taux dont a parlé Quentin, donc plus-value, hein, vous faites imposer à votre taux ordinaire. Déjà, donc un peu plus, enfin, souvent un peu plus élevé. Ou sinon, l'autre option, c'est de déclarer. On ne paye pas d'impôt. Donc là, on se dit, waouh, c'est bien, c'est super. Sauf que le jour où vous allez vendre votre part de SCPI, l'IRS va vous dire, donc l'IRS, le fédéral américain, va vous dire, bah, génial, là vous avez un événement taxable, donc vous allez revenir en arrière depuis votre date d'arrivée aux États-Unis ou date d'acquisition de la SCPI si elle est postérieure. On va éclater la plus-value sur le nombre d'années. Okay, donc ça fait, mettons, vous avez fait une plus-value de 100. Ça fait 10 ans que vous êtes là, donc ça fait 10 de plus-value par an. Chaque année, on va vous imposer au taux maximum du moment. En ce moment, on est à 37%. Sous Obama, c'était 39,6%. Bon, là, Trump veut le baisser, on ne sait pas ce que ça va donner. Dans les années 20, c'était 90, le taux maximum. Donc, on est soumis à cette instabilité fiscale. Et en plus de ça, sur chaque année, on va calculer des intérêts de retard qui sont capitalisés. En ce moment, les taux d'intérêt du fisc américain sont à 8%. Et donc, si vous avez 8% d'intérêt, là, ils vont vous suivre pendant 10 ans, si vous vendez dans 10 ans. Donc ça peut faire très très mal. Et donc, vous pouvez perdre plus que la plus-value que vous avez réalisée. Donc, en gros, au niveau du titre en lui-même, tout dépend. Au niveau déclaratif et imposition, il y a un choix à faire et qui, évidemment, doit être fait la première année. Il est irrévocable, donc on ne peut pas revenir en arrière. Quand vous arrivez, vous savez que vous allez être mobilisé aux US pendant 2-3 ans et puis après, vous êtes obligé de repartir. À ce moment-là, on va prendre l'option de déclarer, mais de ne pas être imposé tous les ans sur la plus-value latente parce que le jour où vous aurez quitté les États-Unis à condition de ne pas être green card ou américain, vous n'aurez plus de compte à rendre aux États-Unis. Donc voilà, la fiscalité a été neutre. Mais si vous avez la volonté d'y rester ou que vous ne savez pas, là, il vaudra peut-être mieux prendre l'option de se faire imposer tous les ans sur la plus-value latente. Ça s'appelle le mark to market. Il vaut mieux faire ça. Donc ça, c'est pour le titre en lui-même. Après, les revenus, les revenus qui sont générés, vous allez vous faire imposer, à votre taux ordinaire. Et comme vous aurez les SCPI, vous êtes imposé dans chaque pays dans lequel la SCPI a des investissements. Normalement, vous avez payé des impôts. On va demander un crédit d'impôt côté américain. Et ça, il est appliqué. Donc ça marche au niveau fédéral. Au niveau des États, ça ne marche pas puisque la majorité des États dans lesquels vont les Français n'accordent pas de crédit d'impôt pour les impôts payés hors
États-Unis. Donc la SCPI, voilà, il faut savoir le manier. Voilà, Non. Non. Dividende. Ce sont des dividendes, ouais. Exactement. Et donc, après, alors, je rentre un peu plus dans le détail, mais dépendant du type de SCPI que vous allez avoir, on peut considérer ça comme des qualified dividends. Les qualified dividends sont des dividendes qui ont un même taux d'imposition que les plus-values. Donc, ça va être entre 15 et 20%, plus potentiellement une surtaxe de 3,8% pour payer Medicare. Trump veut le faire sauter. On ne sait pas si ça va arriver. Voilà. Donc ça, c'est la SCPI et les SC, en plus des. Donc là, on a en plus des SCPI, puisqu'on est dans les PIFIC. Tu veux te lancer? T'aimes bien ça? J'adore. Je passe mon temps à l'expliquer. Donc les PIFIC, c'est très large, hein, comme disait Jean-Philippe. C'est tous les investissements passifs non-US, parce que les US ne veulent pas que vous investissiez en dehors des États-Unis. La majorité, ils partent du principe que c'est des PIFIC. Donc déjà, au niveau déclaratif, c'est assez lourd, parce que c'est une obligation annuelle de déclarer 100% de vos PIFIC, sachant que, par exemple, ce qu'on a le plus souvent, ce sont les assurances vie françaises. Donc, pour la caisse d'épargne, je crois que c'est souvent Sequoia, des noms d'arbres. Non, ça c'est Société Générale. Société Générale, Voilà, il y a c'est ça. toute la forêt. Et, Ouais. et là, vous allez avoir plein de lignes qui vont être Volatility Fund X ou Amundi ceci, CAC 40 Best World. En Et fait, là, vous avez 40 lignes. Tout ce pourquoi on ne peut pas identifier le sous-jacent. Voilà. Donc c'est un fonds qui a été créé où il y a un mix de placements. Là, vous êtes 100% dans le PIFIC. Ouais. Si par contre, dans vos portefeuilles, vous avez des titres vifs, en France, tout le monde a du Air Liquide en général. Air Liquide, Total, là, on est sur une action classique avec le taux des plus-values classiques qui va s'appliquer. Et dès que c'est indéterminé, on est sur du PIFIC. Et donc, imaginons qu'il y a 40 lignes. Il faut déclarer 40 lignes avec un forme séparé. Ce qui veut dire que, bon, souvent, ça va être votre tax préparateur qui va le faire, sauf si vous le faites vous-même. Mais il faut faire attention à ça, puisque ça reste de la compliance, ça reste important pour les États-Unis. Et donc, surtout, ça va vous créer pas forcément de l'impôt, sauf si vous avez choisi le mark-to-market, mais ça va au minimum vous créer en fait, un coût au niveau de la logistique, au niveau de la personne que vous allez payer pour préparer vos taxes, parce qu'il y a une vraie différence entre devoir déclarer 6 comptes ou devoir en déclarer 70, en faisant attention aux plus-values latentes réalisées par chacun. Est-ce qu'on avait le choix du mark-to-market? Donc, ça peut, en fait, les investissements hors US, que ce soit les PEA aussi, souvent les PEA et les assurances vie sont bourrés de PIFIC. Il faut y faire très attention et c'est quelque chose à vraiment anticiper en amont de son départ aux États-Unis, parce que tant que tout est réalisé en amont ou l'année où on arrive, on devient résident fiscal aux États-Unis, c'est encore gérable. On peut essayer de jouer, changer les fonds, mais une fois qu'on a dépassé ce délai-là, il faut partir du principe que si vous décidez par exemple, vous avez vos fonds dans un fonds PIFIC A et vous décidez de dire « Ah oui, mais non, je n'ai pas envie d'être dans le PIFIC, je vais tout mettre en fonds euro, qui n'est pas un PIFIC », les États-Unis vont considérer que c'est une distribution complète du fonds A, donc va vous imposer sur la distribution complète du fonds A, et après vous dire bah, « D'accord, vous avez réinvesti, c'est bien ». Voilà. Donc, ça, souvent, on n'y pense pas parce que dans la gestion patrimoniale française, effectivement, ce sont avoir son assurance vie, avoir son PEA, PE, enfin tous les classiques français, c'est indispensable. Quand on arrive aux États-Unis, ça marche moins bien. Voilà, il faut vraiment choisir ce dans quoi on va investir. C'est ouais, après. Ça veut dire que si on est sur du fonds euro, il n'y a pas de risque particulier, si on a tout mis sur du fonds euro. Non, ouais, c'est ça. Avant de partir, ou encore une fois, la première année de résidence, c'est encore gérable. Oui, pourquoi? Parce que techniquement, le fonds euro est considéré comme un PIFIC, sauf que le fonds euro n'est pas une action en elle-même, donc vous n'allez pas faire de plus-value dessus. Et donc, en fait, ça rentre dans le PIFIC, puis il y a une exception pour le sortir du PIFIC. Donc voilà, ça ne pose pas de problème. Alors, là, tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça.
Si vous avez encore une fois des fonds qui ne sont pas trop identifiables, Quentin le disait, souvent on a du Amundi, là, c'est classique, c'est partout. Bah là, ça ne marche pas, c'est un PIFIC. Mais vous pouvez avoir des actions identifiables, des titres de l'entreprise, souvent de l'employeur. Là, ce qui se passe, on déclare, on n'a pas de PIFIC. Par contre, attention, côté américain, si jamais il y a des ventes d'actions et que les fonds restent dans le PE, je crois, si je ne me trompe pas, côté français, on n'a pas de fiscalité associée. Par contre, aux États-Unis, on considère qu'il y a vente et vous allez être imposé, même si tout reste dans le fonds. Partez du principe, un principe simple, c'est que tous les avantages fiscaux que vous avez en France disparaissent quand vous êtes aux États-Unis et parfois avec des malus comme les PIFIC. Tout ce qui est compte d'épargne livret A, LDD, tous les livrets PEL qui ne sont pas fiscalisés en France vont l'être aux États-Unis. On doit les déclarer et on doit être imposé. Voilà. Donc, il n'y a que les fonds retraite qui ne vont pas être touchés. Voilà. Mais sinon, tout le reste va être fiscalisé aux États-Unis. Et donc, ce qu'on va conseiller en général, attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut se défaire de tous ces actifs français, mais peut-être réorienter avant d'arriver aux États-Unis. Ou, comme l'a dit Quentin, la première année, parce que l'impact, la première année reste minime. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut bien se dire, c'est que autant les qualified dividendes ont un avantage de taxation préférentielle, enfin, c'est moins taxé que le reste, autant les intérêts, pour le coup, donc tout ce qui est LDD, livret A, etc., vous êtes imposé à votre taux moyen. Ouais. Donc, ça veut dire que si vous avez un haut revenu, que vous commencez à être imposé à 37% au niveau fédéral, vos intérêts seront taxés à 37% aux États-Unis. Plus le state. Plus le state, plus éventuellement la ville si vous êtes à New York, si vous êtes à peu près n'importe où en Pennsylvanie et dans d'autres États de manière sporadique, en Ohio aussi, il y en a pas mal. Mais il y a quand même une chose qui est importante parce qu'effectivement, là, on parle, vous allez payer des impôts sur tout. Bon, dans les faits, parce qu'il y a les faits après. Un livret A, des choses comme ça ne rapporte quand même pas grand-chose. Donc, si vous payez des impôts sur pas grand-chose, ce n'est pas très grave. Et en plus de ça, si vous avez un bien immobilier, on a parlé tout à l'heure du fait de payer des impôts en France. Si vous n'êtes pas en LMNP, vous allez payer des impôts en France. Côté américain, on va le déclarer. Dû à l'amortissement, vous serez très certainement en perte fiscale. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On demande un crédit d'impôt, mais on n'a pas d'impôt à mettre en face. Donc, le fisc américain ne va pas vous rembourser les impôts payés en France. Et ce crédit d'impôt, vous allez le garder. Il va tomber dans un silo, qui est le silo des revenus passifs. Et tout ce qui est revenu d'intérêt, de dividendes étrangers, c'est du passif. Donc, vous pourrez utiliser les impôts payés sur vos revenus fonciers en France pour payer les impôts sur les intérêts et dividendes que vous recevez de France. Pareil pour les plus-values. Donc, il faut quand même mitiger la chose. Le seul élément dont on ne peut pas se défaire, c'est le PIFIC. Ça, vous allez payer des impôts et puis c'est comme ça. Voilà. Du coup, on en arrive au démembrement de propriété. Démembrement de propriété, c'est très simple. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Enfin, non, ça va un peu plus loin que ça. En fait, les États-Unis n'ont pas de démembrement de propriété au sens propre. Ils le reconnaissent sur certains principes. C'est-à-dire que par où commencer ? Imaginons que vous avez une SCI ou peu importe, une indivision, où vous détenez une nue propriété. Ok, les États-Unis vont dire vous avez du déclaratif parce que toute votre nue propriété, nous on considère que vous en détenez 100%. Donc c'est comme si vous déteniez le bien. Donc vous allez devoir la relation avec l'usufruitier, mais je vais venir dessus. Vous allez devoir déclarer le bien, ça c'est une chose. Mais par contre, comme nous on accepte et on a compris qu'il y avait un démembrement de propriété en France, vous n'avez que la nue propriété. On a compris que vous n'aviez pas droit au revenu de cet actif. Et donc, on ne va pas vous imposer sur les revenus générés puisque vous n'avez pas, vous, personnellement, vous ne touchez pas de revenus. Là où ça pose problème, c'est qu'au-delà du fait que le démembrement de propriété n'existe pas aux États-Unis, ça va plus loin puisqu'il y a la notion de constructive ownership. C'est-à-dire que si demain, vous devenez résident fiscal aux États-Unis, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de SCI, vous n'avez pas de société commerciale, vous n'avez rien. Mais vos parents ont 2 SCI, vos grands-parents ont 3 SAS. Eh bien, vous devez déclarer. Et vous avez la nue propriété d'une part. Oui. Ok, on parle. Il y a vous avez un groupe familial qui a. Là, on est dans la compliance pure. Les États-Unis, c'est un pays de compliance. Donc, il faut remplir les bons formulaires.
Sinon, on se fait pénaliser. Si on oublie un formulaire relatif à des actifs étrangers, c'est toujours 10 000 $ de pénalité, à minima. Par Et puis ça formulaire, s'additionne, par an. par formulaire par an et sans limite de temps. Donc vous avez oublié pendant 10 ans, bah, c'est 100 000. Ça, c'est la compliance. Et après, il y a les impôts, la déclaration des revenus. On a vu, bon, finalement, entre crédit d'impôt et tout, avec les revenus étrangers, on arrive à s'en sortir, sauf pour les PIFIC. Et là, Quentin rentre dans la compliance. La compliance, c'est le déclaratif déclaratif. pur. En fait, il y a côté américain, bah là, bah du coup, on part sur les SCI et les sociétés familiales. Quand vous détenez plus de 10% du capital d'une société étrangère, alors vous devez retranscrire les états financiers de la société sur votre déclaration personnelle, sous peine de 10 000 $ de pénalité. Et comment on calcule ces 10%? Ah bah, c'est simple, c'est ce qu'a dit Quentin, c'est le constructive ownership. Vous avez vos grands-parents qui ont une société familiale, une SCI. Okay. Sur cette SCI, vous avez une part en nue propriété, donc rien, quoi. Comme, et vos parents ont la nue propriété du reste, ok. Et les grands-parents ont gardé l'usufruit. On va additionner les parts de toute la famille, ok, en fait en ligne directe vers le haut et vers le bas, pas les frères et sœurs. Et si, et si on arrive à 10% ou plus, l'ARS, d'un point de vue déclaratif, considère que vous avez 100%. Pas d'un point de vue impôt. Parce que, vous, comme l'a dit Quentin, ils reconnaissent que vous n'avez droit à rien et que vous n'avez rien. Donc, il n'y a pas d'impôt à payer. Mais on doit déclarer. Sinon, c'est 10 000 de pénalité. Voilà. Et ça, c'est très, très important parce que souvent, on se retrouve avec des clients qui ne savent même pas qu'ils ont des parts en nue propriété. Alors aujourd'hui, si le client ne le sait pas, c'est sûr que l'ARS aura du mal à le savoir. Mais il y a quand même un truc qui est dingue. En France, tout est public. On pouvait tout trouver sur société.com, mais il fallait aller chercher ou sur le RCS. Maintenant, sur Papers, c'est hyper simple. Vous tapez votre nom sur Google avec Papers derrière et vous allez voir tout ce dont vous êtes propriétaire. Et l'IRS, donc le fédéral américain, sous le mandat de Biden, a prévu, parce que Biden a débloqué beaucoup d'argent, d'installer des programmes qui vont aller chercher sur tous les registres publics des pays d'origine des contribuables américains, puisque les États-Unis restent un pays d'immigration. L'immigration, depuis 2018, est liée au fisc, donc ils échangent des informations. Ça ne marchait pas au début, maintenant ça marche. Et donc, ils savent d'où vous venez. Et donc, ils vont aller chercher dans votre pays d'origine tout ce que vous avez. Et des éléments comme Papers, c'est assez catastrophique. Si on fait bien les choses, il n'y a pas de catastrophe. Mais ceux qui ont oublié les choses, bah, ils vont les retrouver. Et là, les pénalités vont pleuvoir. Trump a beaucoup coupé le budget du fisc américain. Il a licencié beaucoup de monde. Mais ça, il le garde. Parce que c'est de l'argent facile. Il n'y a pas de contrôle fiscal. On vous envoie un courrier. Vous avez 200 000 $ à payer. Et puis, en fait, il faut payer. Et c'est comme ça. Sous Trump, là, c'est petit aparté. Sous Trump, premier mandat et deuxième, c'est la même chose. Très peu de contrôles fiscaux. Mais par contre, la compliance, les pénalités, là, c'est à tout va, parce que c'est vraiment de l'argent très, très facile. Et ils poussent ça. Donc, pour revenir sur les SCI, il faut savoir ce que vous avez. Ça, c'est important. Il faut le demander, soit au notaire familial, soit aux parents, grands-parents, si vous avez des choses alors que vous ne le saviez pas. C'est très important, même si c'est insignifiant, parce que ça peut avoir un impact côté américain. Si vous avez une... Oui, et surtout ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, mais de manière très rapide, c'est que la prescription, en principe, aux États-Unis, c'est 3 ans. En tout cas, sur vos revenus, c'est 3 ans. Donc, si 3 ans sont passés, ok, tant pis. La compliance ne rentre pas là-dedans. Ce qui veut dire que si dans 20 ans, les États-Unis se disent « Ah tiens, on n'a vraiment pas un petit trou dans le budget. On avait plein de gens qui étaient venus résidents fiscaux à ce moment-là. Est-ce qu'on n'irait pas voir s'ils avaient des sociétés? Ils peuvent revenir à vous. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de prescription pour la compliance à ce jour. Ouais. Donc ils peuvent ouais, venir dans 20 ans, dans 30 ans. Et c'est pour ça que souvent, ce qui arrive aux États-Unis, c'est que le jour où vous partez, le contrôle est un peu plus serré. Et là, il vous attrape avant que vous partiez. Ouais. Donc ça, il faut y faire attention. C'est vrai qu'on insiste pas mal sur les actifs étrangers, tout ce qui est déclaratif, parce que c'est là que sont les pénalités les plus importantes. Oublier un revenu, ça peut arriver. Si le montant n'est pas substantiel, ils vont vous demander de payer les impôts, plus des intérêts de retard. C'est pas très grave. C'est ennuyeux.
Mais voilà, sur la pénalité, sur la compliance, par contre, ça, il ne vous rate pas. Pour les SCI, comment ça va se passer côté américain? Si vous avez une SCI qui a vous avez des parts en pleine propriété, on va retranscrire les états financiers de la SCI et on va faire remonter dans votre déclaration votre quote-part du résultat. Si vous avez payé des impôts en France sur le résultat, on va demander un crédit d'impôt côté américain. Ça, c'est pour les SCI transparentes. Mais si vous avez opté pour l'IS, qu'est-ce qu'il se passe sur impôt sur les sociétés? C'est possible. Les États-Unis ne vont pas reconnaître l'option pour l'IS. Pourquoi? Parce que pour qualifier la société côté américain, ils utilisent la nature juridique de la société. Et une SCI, c'est un partnership. Donc un partnership, par nature, c'est transparent fiscalement. Si on veut avoir la même... Et donc là, on a un vrai risque de double imposition, puisque finalement, la société paye un impôt société en France. Vous, aux États-Unis, vous payez un impôt perso et on ne peut pas demander de crédit d'impôt, parce qu'on est sur deux impositions différentes. Pour avoir le même type, la même imposition des deux côtés, on peut faire une demande au fisc américain pour transformer la SCI en l'équivalent de C-Corp, donc société soumise à l'impôt sur société. Ce sont des démarches aussi qu'il faut appréhender parce qu'elles sont un peu longues. Le délai de réponse, en gros, c'est entre 3 et 6 mois. Et donc, si vous arrivez, c'est la période de déclaration, il faut déclarer, on n'a pas la réponse de l'IRS, ben, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc ça, il faut un peu l'anticiper, mais bon, ça, ça se fait et on y arrive. Et dans la même veine que les SCI, on peut avoir des parts, on a pas mal de clients qui ont des parts d'un groupe familial où vous avez une holding là, qui va être une SA, une SAS. Là, on suit le régime fiscal français, puisque la société va être soumise à l'impôt sur les sociétés. Côté américain, on retranscrit ses états financiers, toujours avec la notion de 10%, d'accord, avec le constructive ownership dont on a parlé. Mais si on est sur un groupe, il faut aussi prendre en considération toutes les filiales. C'est-à-dire que vous avez une société dans laquelle vous avez plus de 10%. Si elle a 10 filiales à 100%, là, il faut retranscrire les états financiers de toutes les filiales. Ça, c'est important. Et il y a encore autre chose, là, c'est si vous avez plus de 50% du capital, mais 50% en réel, on oublie le constructive ownership, ce qui va se passer... Oh, marche plus. Non. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être soumis, ça c'est encore une trouvaille de Trump lors de son premier mandat, à la guilty tax. La guilty tax, c'est un jeu de mots, mais elle porte bien son nom. Ça, c'est quand il voulait taper, enfin pour l'historique, quand il voulait taper sur tous les GAFA qui envoyaient leurs revenus en Irlande. Il a dit, bah voilà, si vous avez le contrôle d'une société étrangère, vous allez quand même payer les impôts aux États-Unis sur le résultat de la société, même si vous ne vous êtes rien distribué. Quand il a sorti la loi, c'était applicable à tout le monde et sans limite. Évidemment, ça a été levé de bouclier, c'était la folie. Et donc, c'est resté, même pour les particuliers, même si vous n'êtes pas Google ou Amazon, c'est resté. Mais si la société paye plus de 10,5% d'impôts dans son pays d'origine, donc en France, à ce moment-là, on n'aura pas de guilty tax aux US. Si elle paye moins, à ce moment-là, aux US, on va considérer que vous êtes distribué des dividendes et donc vous allez payer les impôts. Mais pas au taux des qualified dividends dont on parlait tout à l'heure, à votre taux ordinaire. Donc, ça peut faire mal parce que vous payez, alors qu'en France, vous n'avez rien reçu, vous n'avez pas reçu le cash. Donc, vous payez les impôts sur rien. Le jour où vous distribuez les dividendes, évidemment, comme vous avez déjà payé, là, il n'y a pas de surimposition. Mais c'est à appréhender. Dans les sociétés françaises, en général, on ne va pas le retrouver parce que le taux d'imposition est supérieur à 10,5%, sauf dans certains cas. On a eu le cas d'un client qui a un hôtel. Il a un hôtel, donc l'hôtel est amorti, côté français. Il a été en perte fiscale pendant très longtemps, côté français. Côté US, on reprenait la même chose, avec un taux d'amortissement un peu différent, on était en perte aussi. Mais une année, il a fait du bénéfice. En France, il a reporté ses pertes et donc il n'a pas payé d'impôt. Côté américain, pour le calcul de la guilty tax uniquement, on ne prend pas en compte les pertes reportables. Donc, il a payé de la guilty tax. Et ça lui a fait mal, c'était 80 000 $, je crois. Donc il était un peu là d'être green card, il habite ici. Hein. Il avait gagné la green card à la loterie. Et donc, il l'a rendu d'ailleurs en décembre dernier. Parce qu'il en a marre de payer de la guilty tax maintenant tous les ans depuis que l'hôtel est amorti.
Donc, ouais, ça, il faut aussi l'appréhender. Bon, là, c'est anecdotique. Mais si vous avez, parfois, ça peut arriver, on a un groupe familial justement avec une société au Luxembourg. Vous avez, pour raison X ou Y, plus de 50%, ou c'est même vous qui l'avez créé, cette holding luxembourgeoise, qui reçoit des revenus de dividendes qui ne sont pas taxés au Luxembourg. Bah, aux États-Unis, vous allez être taxé. Ça, c'est un scénario qui est assez classique. Donc là aussi, à appréhender, il y a on ne peut pas l'éviter, mais il y a des façons de structurer les choses avant le départ pour arriver à fiscalement ne pas trop se faire taper dessus. Et la guilty tax, par contre, on ne peut pas demander de crédit d'impôt. Voilà, donc là, on paye et puis c'est tout. Tu veux dire quelque chose? Non. Bah, je crois que tout ce qui est placement financier, on l'a vu assez Avec les un peu dans tous les sens. Donc la compliance, ce qu'on disait, on déclare absolument tout ce qu'on détient à l'étranger. On l'a dit, quand on détient des parts de société à plus de 10%, retranscription des états financiers. Lorsqu'on a des comptes, quand on parle de comptes, ça va être tout ce qui est hébergé par une institution financière. Donc ça prend les assurances-vie, les comptes titres, tout ce qui est hébergé par une institution financière. Du moment que vous détenez plus de 10 000 $ à n'importe quel moment de l'année hors des États-Unis, on déclare tout, même les comptes sur lesquels vous auriez 50 centimes. D'accord? Comment on calcule ce seuil de 10 000 $? On prend pour chaque compte, et c'est ce qu'on doit d'ailleurs déclarer, le maximum, le solde maximum qu'il y a eu dans l'année. D'accord? Donc, vous avez deux comptes sur lesquels, en moyenne, il y a toujours 1 € sur chaque compte. Sauf qu'un premier compte, au mois de mars, vous avez reçu l'équivalent de 9 000 $. Le lendemain, vous les avez virés à quelqu'un. Et après, vous êtes retombé à 1 €. Le deuxième compte, en novembre, vous avez reçu l'équivalent de 2 000 $. Le lendemain, vous avez viré à quelqu'un. 9 000 plus 2 000, ça fait 11 000. On est supérieur à 10 000, donc on doit déclarer les deux comptes. Sinon, c'est 10 000 de pénalité. Et là, les informations bancaires ne sont pas publiques. Donc là, l'IRS ne peut pas aller les chercher sur Internet. Mais les banques françaises, et c'est pour ça que si vous avez des adresses à l'étranger, ou je ne sais pas s'ils le font quand on habite en France, mais moi, on me le demande, de faire son attestation de résidence fiscale. Donc si je dis que je suis aux États-Unis, ben, ils envoient toutes mes informations bancaires au fisc américain. C'est une obligation. Toutes les banques françaises se sont faites taper sur les doigts. Ça a coûté très très cher à certaines. Donc elles le font. Et elles envoient vos informations au plus tard le 28 février de chaque année. Donc l'IRS sait que vous avez l'argent et ils connaissent les soldes maximum de vos comptes. Donc si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes concerné, il faut vite régulariser parce qu'un jour vous allez vous prendre une pénalité. Et ça, c'est sûr, c'est quasi inévitable. Donc, c'est la compliance, ça coûte 10 000 $, ça peut coûter très cher. Ça, c'est le seuil de 10 000, c'est pour une première déclaration qui s'appelle le FBAR ou qui répond à la norme FATCA. Le nom scientifique du formulaire, c'est le FinCEN 114. Et puis, il y en a un autre, qui englobe encore autre chose. Là, les seuils sont plus élevés. C'est 50 000 $ au 31 décembre ou 75 000 à n'importe quel moment de l'année par personne. Donc, si vous êtes deux, on double les seuils. On va reprendre les mêmes informations que sur le FBAR, donc tous les comptes, tous les actifs financiers. Mais en plus, là, on a parlé des parts de société dans lesquelles vous avez 10%. Mais il se peut que vous ayez moins de 10%. Donc, on va reprendre. Vous avez 9% d'une société que vous avez créée avec des copains ou des copines. Ces parts ont une valeur. On va les intégrer dans ce formulaire qui s'appelle le 8938. Et s'il n'est pas fait, c'est 10 000 $. Voilà. Et donc, si on part vous avez le FBAR, le 8938, une SCI, vous n'avez rien fait, c'est 30 000 voilà, par an. Et si ça fait 10 ans, ça fait 300 000. Et donc, on peut faire sauter une année de pénalité, mais après le reste, non. Donc, ça, c'est très, très, très important. Désolé si on est assez alarmiste, mais ça, pour le coup, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Mais c'est surtout parce qu'il faut y penser. Après, si tout est bien préparé, en principe, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est juste qu'il faut y penser. Il faut aussi toujours faire, quand on a une idée d'investissement et qu'on devient résident fiscal états-unien, il faut toujours garder en tête, OK, peut-être que je vais économiser de l'impôt là. Déjà, peut-être que je vais le payer aux États-Unis. Et aussi, ce que moi j'appelle l'aspect logistique, c'est est-ce que ça ne va pas quand même me coûter très cher en conseiller fiscal, en
comptable, il y a toujours cette balance à faire sur ce que vous allez économiser et ce que vous allez perdre de l'autre côté. Et il y a aussi un autre point sur tout ce qui est étranger et compliance, dont on n'a pas parlé, c'est si vous recevez des dons et des successions. Ah bah, on y vient. Ah, Voilà, bah vas-y, lance-toi. Donc, si vous recevez des dons ou des Ouais, successions, ouais. Juste une question, parce que FBAR, c'était pour 10 000 et Oui. pour le 50 000, voire 75 000, c'était quoi 89,38. Ouais. et c'est deux. Ah, Vas-y. Moi, j'allais dire que c'est deux systèmes séparés. Le FBAR, c'est autonome, c'est pour le FinCEN, donc l'autorité de répression des fraudes aux États-Unis. 8938, c'est dès que vous avez une déclaration fiscale aux États-Unis à produire. C'est au travers de votre déclaration fiscale, on rajoute un formulaire qui s'appelle le 8938. Donc vous pouvez avoir les deux en même temps, puisque le FBAR est autonome. Exact. Celui-là, le deuxième, c'est ce qu'on doit rendre le 15 juin. 15 juin si vous êtes non résident ou Ouais, que si n'avez vous êtes pas- américaine vivant à l'étranger, exactement, ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et puis pour les PIFIC, si vous voulez les numéros, c'est le 8621. Alors le 8621, lui, il n'y a pas de pénalité, étrangement. Bah non, parce qu'ils vont se servir le jour où vous allez vous vendre. Donc, ouais, C'est pour les les PIFIC. PIFIC. Et ouais, vas-y, tu étais parti sur les donations. Donc vas-y. Ouais, donc succession et donation, il faut savoir qu'aux États-Unis, à partir du moment où la valeur totale de ce que vous avez reçu au cours de l'année, ça peut être sur plusieurs dons, sur plusieurs successions. Attention, attends, plante le décor. Si vous recevez une succession Oui. qui vient de l'étranger, Oui. d'accord? Vas-y. Si ça vient d'une personne qui n'est pas un résident fiscal US, une US personne, vous avez un seuil de 100 000 $ converti. Si vous recevez un cumul de dons ou de successions qui dépasse ces 100 000 $, vous avez l'obligation de le déclarer aux États-Unis. Donc, en séparant chaque chose que vous avez reçue, vous allez devoir le déclarer, mais vous n'allez pas payer d'impôt pour une raison très simple. C'est qu'en France, la charge de l'imposition pèse sur le donataire ou sur la personne qui reçoit la succession. Aux États-Unis, la charge de l'impôt pèse sur le donateur, celui qui donne. Donc, si la personne qui vous donne le bien ou à laquelle vous succédez n'est pas une personne US, vous n'avez pas d'imposition puisque cette personne n'était pas concernée par l'imposition états-unienne. En revanche, si le don provient des États-Unis, vous n'aurez en principe pas d'imposition non plus puisqu'il y a un abattement, comme en France, à la différence que celui-ci est de 12 800 000 $, avant que vous commenciez à payer de l'impôt. Donc, il y a un petit peu plus de marge. Monté, là, il y a 14 millions. Voilà. Sachant qu'il augmente tous les ans. Ouais. Et alors, attends, ouais, à mitiger quand même, parce que ça, c'est pour les personnes domiciliées aux États-Unis. Domiciliées aux États-Unis, ce sont les Américains, Américaines, les green cards qui sont sur le territoire américain, pas à l'étranger, ou les personnes en visa qui habitent aux États-Unis, mais qui ont fait une application pour la green card, donc qui ont la volonté de s'installer aux États-Unis. Là, vous avez un abattement de 14 millions. 14 millions sur la succession, donc succession américaine, 14 millions aussi sur les donations. Pourquoi? Parce que normalement, toute donation qui est faite aux États-Unis par des Américains au-delà de 19 000 $, vous avez une gift tax qui s'applique, donc un des droits à payer. Sauf que là, on peut demander au fisc à imputer l'excédent de 19 000 $ sur l'héritage futur. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 14 millions d'exemptions au total. Là, normalement, ces 14 millions doivent tomber à 6, mais Trump veut les augmenter au contraire et les faire passer à 15. Donc, il y a une loi là, qui est en cours, il y aura pas mal de changements pour la fiscalité. C'est le non à la Trump, le Big Beautiful Act, qui est en train d'être débattu. Et si c'est maintenu, on restera sur les 14 millions, et puis, enfin, même les passer à 15 et qui suivront l'inflation. Donc, succession et donation qui viennent de l'étranger sur des actifs étrangers. Côté américain, on n'a que du déclaratif à faire, comme l'a dit Quentin, si on dépasse une valeur totale de 100 000 $. Si on ne le fait pas, la pénalité, vous la connaissez, c'est 10 000 $. Il y a quand même un point sur les donations que vous allez recevoir. Vous recevez une donation de l'étranger en France, quand on vous donne quelque chose, on vous donne la valeur de l'actif à la date de la donation. Mais aux États-Unis, non.
On vous donne un actif. Vous donnez la valeur de l'actif à la date à laquelle vous l'avez acquis. Soit par héritage, soit par achat. Vous avez dépensé. Donc, vous avez un bien immobilier. On vous donne des parts d'un bien immobilier. Que vous avez, enfin, vos parents ont acheté un bien immobilier. Ok. Vous êtes aux États-Unis, ils l'ont acheté il y a 30 ans. On vous donne des parts de ce bien immobilier. Vous allez hériter, vous allez, recevoir plutôt la valeur, la cote-part, la valeur de votre cote-part, il y a 30 ans, quand vos parents ont acheté le bien. Et donc, quand vous allez vendre le bien, la plus-value va être calculée sur prix de vente moins valeur de l'appartement il y a 30 ans et pas valeur à la date de la donation. Par contre, si vous en héritez, là oui, vous allez recevoir la valeur pour laquelle la valeur de marché du bien à la date de la succession. Ça s'appelle le step-up in basis. Donc là aussi, avant d'arriver aux États-Unis, pour ceux qui n'y sont pas, il faut faire un petit tax planning parce que souvent en France, pour bénéficier de l'abattement, je crois que c'est tous les 15 ans si je ne me trompe pas, les parents font des donations de nue propriété. Voilà. Donc, avant d'arriver aux US, il y a un petit tax planning à faire pour rehausser la valeur de tout votre patrimoine que vous avez eu pour le mettre le valoriser à votre date d'arrivée aux États-Unis. Ça, c'est ouais. Toutes ces obligations dont vous parlez, ça commence à partir du moment où vous avez acquis le green card ou au moment où vous partez aux États-Unis? Alors, au moment, moment où vous partez aux États-Unis, mais la première année, c'est une très bonne question parce qu'il y a green card, il y a le citizenship, et oui, effectivement, l'année où vous arrivez aux États-Unis, qu'est-ce que vous êtes? Vous pouvez être résident. En fait, il y a 3 options. Vous pouvez être résidente, non résidente et dual status. Alors, dual status, c'est quoi? C'est ce qui paraît le plus logique. Vous étiez non résidente une partie de l'année, puis quand vous arrivez aux États-Unis, vous devenez résidente. Okay, et là, cette année-là, du coup, vous devez tout déclarer. Donc, tout ce que vous avez, tout ce qu'on vient de raconter, vous le déclarez. Non résidente, Quentin l'a dit tout à l'heure, quand est-ce que ça va s'appliquer? Assez simple. Vous n'êtes pas américaine, vous n'êtes pas green card et vous avez passé moins de 183 jours aux États-Unis, mais sur une période de 3 ans. Ça, il ne faut pas l'oublier. À ce moment-là, vous êtes non résidente, donc vous ne serez taxé aux États-Unis que sur vos revenus de source américaine. Et après, on peut avoir l'option dans certains cas, ça peut paraître contre-intuitif, mais même si on est dual status, de demander à être considéré comme résidente ou résident toute l'année. Donc même si ce n'était pas le cas. Pourquoi ça va être intéressant? Parce que si on peut être non-résident ou non-résidente, ça en général, c'est le top du top, quoi. Enfin, il y a quelques exceptions, mais c'est super. Dual status, on ne peut pas filer, donc déclarer en tant que personne mariée. Et quand on est marié, évidemment, on est dans des tranches d'imposition qui sont plus larges, donc avec une imposition qui va être moindre. Souvent, quand on part à 2, on est muté pour le travail, donc il y en a un qui travaille, l'autre qui ne travaille pas, et donc on est dans des tranches d'imposition qui vont être assez larges, donc une imposition qui va être assez faible. Et en plus de ça, aux États-Unis, il y a ce qui s'appelle la Standard Deduction. C'est un abattement. Là, pour 2025, il y a 15 000 $, qu'offre le gouvernement américain, 15 000 $ par personne. Donc vous êtes seul. Les États-Unis vont déduire 15 000 $ de vos revenus et vous allez être imposé là-dessus, sur le différentiel. Si vous êtes marié, c'est 30 000. Dual status, vous ne pouvez pas filer marié. Et en plus, vous n'avez pas droit à la Standard Deduction de 15 000 $. Donc, vous pouvez vous faire être plus imposé que si vous étiez full year resident. Et full year resident, évidemment, on va déclarer du coup tous vos revenus du 1er janvier à votre date de départ aux États-Unis. Mais comme vous aurez travaillé en France ou ailleurs, on va demander un crédit d'impôt équivalent aux impôts français payés. Et comme les impôts français entre impôts et prélèvements sociaux, ça fait mal, en général, on n'aura pas d'impôts supplémentaires à payer aux États-Unis. Donc, en gros, nous, ce qu'on fait dans des cas de figure comme ça, pour tous nos clients qui arrivent, on va faire et qui ont droit au statut dual status, on va faire des simulations pour voir ce qui est le plus intéressant. Et pour l'instant, personne ne nous a dit je préfère être dual status et payer plus d'impôts. Donc, voilà. Mais en gros, du moment que vous êtes résidente fiscale américaine, vous devez remplir toutes ces obligations-là. Et ce n'est pas parce que c'est la première année qu'il y a une exception. Au Canada, on a une exception, mais aux États-Unis, non. On a quelques questions du chat. Ouais.
veut partir travailler aux États-Unis pour une seule année. Oui. Du coup, comment ça se passe pour la déclaration sur les revenus qu'on va gagner aux États-Unis, étant donné qu'elle résidera toujours en France Alors, tout dépend. Là, c'est un mélange de plusieurs choses. Tout dépend des dates de départ. Parce qu'il peut arriver que la personne parte seulement une année et qu'elle soit finalement non résidente États-Unis si elle est à cheval sur 2 ans, dépendant des dates de départ et d'arrivée. Si jamais la personne est devient résidente, soit elle sera dual status, comme je l'ai dit, soit fully resident parce que c'est plus intéressant. Et donc, à ce moment-là, elle devra remplir toutes les obligations qu'on vient de citer. Il y a quand même une exception qu'on n'a pas soulevée. Vous pouvez aller aux États-Unis pendant 2 ans maximum en étant considéré comme non résident. Okay. Ça, c'est sous un statut très spécial qui est un visa J1 que Trump avait stoppé. Là, il l'a remis en place cette semaine. J1, c'est un visa stagiaire, mais stagiaire, ça vous permet quand même d'avoir aussi un vrai boulot, hein, d'être vraiment rémunéré, pas au lance-pierre, d'avoir un vrai travail. Bon, le J1, c'est 18 mois uniquement. Mais pendant 18 mois, au niveau fédéral, vous êtes non résident. Au niveau État, non. Mais au niveau fédéral, vous êtes non résident. Donc ça, c'est un statut qui fonctionne. Ou sinon, le visa F, qui est un visa étudiant. Quand vous êtes étudiant, vous avez sous visa F, vous pouvez rester 5 ans aux États-Unis, donc en y habitant, sans avoir à être imposé ou remplir toutes les obligations de personnes américaines. Donc vous ne déclarez pas votre patrimoine, vous déclarez uniquement, que ce soit en J1 ou en F, vos revenus de source américaine. C'est tout. Donc là, ce sont des obligations qui sont largement simplifiées. Et si cette personne est souvent, ce qu'on va voir, c'est des visas L. L, c'est manager, donc on va manager des équipes. Souvent, hélas, on va se retrouver dans une situation de résidence au moins une année sur 2, Voilà. si on est à cheval. Ouais. Sachant qu'il faut faire attention, comme on le disait tout à l'heure, les 183 jours, c'est sur 3 ans. Donc, il peut arriver qu'on se dise « Ah, la première année, je ne suis pas résident parce que je ne suis pas resté assez longtemps. La deuxième année, on fait très attention aux 183 jours, on part à 160. Sauf qu'en fait, on vient prendre les jours de l'année d'avant, faire un tiers. Et là, on dépasse les 183 jours et on est considéré comme résident fiscal. Donc, il faut aussi faire attention, l'année du départ, à bien prendre en compte que ça va se calculer sur 3 années, y compris si on est juste parti l'année d'avant en vacances une semaine. Ou... Même les vacances comptent dans le décompte des jours. Et il y a quelque chose de très simple, hein, si vous ne savez pas, si vous êtes habitué à aller aux États-Unis de manière régulière, vous tapez sur Google I-94, vous allez arriver sur le site du Homeland Security, vous rentrez votre numéro de passeport et ça vous donne tous vos allers et retours depuis 5 ans. Donc au moins, et là c'est simple, il faut additionner les jours. Donc comme ça, vous avez tout votre suivi. Ouais. Vous parlez de la règle des 183 jours, et si je comprends bien, ça c'est d'un point de vue de la loi fiscale américaine, Ouais. Parce que c'est pas du tout le critère. Ah, exact, ouais. Donc, dans ce cas-là, parce que là, vous avez comment du coup Alors, les deux, normalement, effectivement, ouais, mais alors, pas toujours aux États-Unis, pas Surtout toujours. pas Les aux États-Unis, États-Unis. la convention fiscale, C'est au même niveau que comme le Canada, c'est pas. Oui, normalement, effectivement, les conventions fiscales, c'est au-dessus des lois. C'est ce qu'on apprend à la fac de droit. C'est ce que j'ai toujours appris. Et puis quand je suis arrivé aux États-Unis, qu'on m'a dit, bah non. Ok. En fait, non. Si vous êtes résidente fiscale française, ok, vous allez être imposé en France sur vos revenus mondiaux. Côté américain, vous avez dépassé les 183 jours, vous allez être d'office considéré comme résidente fiscale. Donc là, on va rentrer dans le même scénario qu'un Américain, une Américaine, avec qui impose en premier. Il est possible, ces 183 jours, de les faire sauter. Il y a un formulaire, il faut absolument le remplir. Ça s'appelle le Closer Connection Test, par lequel on dit à l'administration fiscale américaine, en fait, le centre des intérêts économiques et familiaux est en France. Mais il faut être à même de le prouver. C'est-à-dire que ça va aussi loin que où est-ce que vous avez le droit de vote, où est-ce que vous avez un permis de conduire, où sont vos comptes bancaires, où est-ce que vous avez des cartes de crédit. Voilà, on se met vraiment à nu et si le curseur pousse vers la France, là, ok, on va pouvoir demander à être considéré comme non-résidente ou non-résident, même si on a passé plus de 183 jours. Mais ça, c'est un formulaire qu'il faut absolument remplir parce que sinon, l'IRS vous tombe dessus. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et vous prenez toutes les pénalités. Donc, c'est assez délicat.
Souvent, les Françaises et les Français ne sont pas trop concernés parce qu'on va aller visiter les US peut-être pendant 10 jours et puis voilà. On le voit beaucoup chez les Canadiens, ce qu'on appelle les snowbirds, qui pendant l'hiver passent leur hiver en Floride. Et eux, quasiment tous, ils sont à la retraite, mais quasiment tous sont concernés. Voilà. L'exception, ce à quoi il faut faire attention aussi sur le Closer Connection Test, c'est que ça ne fonctionne pas si vous étiez résident fiscal avant. Oui. C'est-à-dire que là, vous êtes parti, vous avez passé 183 jours et vous voulez dire, ah oui, mais non, mais en fait, parce que cette année, j'étais quand même vachement plus en France et toute ma famille s'était déjà déplacée en France l'année dernière. Tous mes revenus provenaient de France. Oui, mais comme vous étiez résident fiscal l'année dernière, on ne peut pas appliquer le Closer Connection Test, puisque les États-Unis ne donne pas la prépondérance aux conventions fiscales. C'est une application au cas par cas. Pas toujours, ouais. Pas toujours. Tout dépend C'est du type une de revenu. application au cas par cas sur la base de leur loi. C'est la loi interne a la même valeur que la convention fiscale. C'est aussi la raison pour laquelle les États, donc fédérés, ne reconnaissent souvent pas les conventions fiscales et que donc vous n'allez pas pouvoir appliquer les crédits d'impôt parce que tout est pareil. Et maintenant, c'est au cas par cas. Voilà. Donc c'est justifiable, mais avec des exceptions. J'ai une autre question. Ouais. Peut-on payer la CSG, CRDS quand il y a des plus-values lors de la vente d'actions en France si on est résident fiscal US? Alors honnêtement, je ne sais pas parce que côté français, je ne pratique pas, même si je suis expert comptable, on pratique côté US, mais il me semble que oui, parce que sur le versement de dividendes, vous avez côté français, ce que j'ai vu chez les clients, ce que font leurs avocats ou leurs experts comptables côté français, vous avez toujours un paiement de CSG CRDS, vous avez 12,8%, même si vous ne devriez pas être imposé en France sur ces dividendes-là. Donc j'imagine que pour les plus-values, c'est la même chose. Mais ce sera applicable en crédit d'impôt, parce que comme Ouais. le disait Jean-Philippe, depuis 2021, les cotisations sociales sont considérées comme un impôt au sens de la Convention, et donc on appliquera le crédit d'impôt côté US, en disant, voilà, cet impôt a déjà été payé sur ces revenus. Juste rappeler les questions de droit de succession. Ouais. Si les enfants sont américains, mais les parents avaient une carte green card, mais l'ont révoquée, en tout cas non plus. Ouais. Comment ça se passe? Alors là, c'était le point que je voulais absolument aborder parce que ça, c'est hyper important. Vous n'avez plus de green card, mais vous avez gardé des actifs aux États-Unis. Souvent, on va garder un compte bancaire ou on a acheté un appartement qu'on veut garder, on l'a mis en location. C'est super, ok, on va être fiscalisé en priorité aux États-Unis. On n'a plus de lien d'immigration. Donc, côté américain, on est non-résident. On est fiscalisé aux États-Unis. Si vous aviez acheté un appartement à New York entre les frais de copropriété, les taxes foncières, il sera en perte, c'est sûr, au niveau fiscal. Et si on rajoute l'amortissement, là, c'est totalement en perte. Donc, on n'a pas d'impôt à payer. On déclare quand même tout ça aussi en France. On est imposé dessus. Vous décédez. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, depuis tout à l'heure, on a dit 15 millions. Mais là, vous n'êtes plus green card, vous n'êtes plus américain. Et bien là, on passe de 14 millions, ça c'était 2024, 15 millions cette année, à 60 000 $. Et là, les droits montent jusqu'à 40%. Et on y arrive très vite aux 40%. Donc, vos héritiers qui sont aux États-Unis, ou qui sont d'ailleurs même en France, puisque le bien est situé aux États-Unis, ce sont les États-Unis qui auront la priorité d'application des droits. Vous avez un appartement qui vaut 1 million. Votre succession va payer 400 000 d'impôts côté américain. Donc là aussi, ça se prévoit. Et en plus de ça, il y a toute une procédure qui est très très longue pour récupérer récupérer l'héritage aux États-Unis. Donc il vaut mieux déjà, première chose, avoir fait un testament américain et en plus avoir prévu. Parce qu'il y a des façons, on a dit tout à l'heure que la nue propriété, la distinction nue propriété usufruit n'existe pas aux États-Unis, c'est vrai, mais on peut la recréer via des structures juridiques. Et donc il y a des façons de faire qui vont permettre d'éviter ces droits de succession futurs. Et il en va de même, de votre vivant, vous avez cet appartement ou ces fonds qui sont aux États-Unis sur un brokerage account. Un brokerage, c'est un compte titre, l'équivalent d'un compte titre. Il vaut mieux faire les donations avant de rendre la green card. Parce que si vous faites la donation côté américain, ce sera 60 000 $ d'abattement. Et en plus, il n'y aura pas de step-up in basis. Donc, vous allez donner la valeur de l'appart à New York que vous aviez acheté dans les années 80 pour 5 fois moins cher qu'aujourd'hui.
c'est la valeur que vous allez transmettre et pas la valeur actuelle. Donc, ça se planifie. Ouais, ouais, tout à fait. Je vous propose qu'on termine la partie live. Ouais. Juste pour expliquer peut-être aux personnes qui sont en ligne comment on peut vous retrouver. Bien sûr. Alors, hop, c'est très simple. Voilà, vous avez le QR code que vous pouvez scanner et puis nos adresses mail. Parfait. On termine la partie live. On a un petit cocktail qui attend les personnes qui sont en présentiel.